Bonjour à tous. Bienvenue dans une autre capsule de Perspective Affaires. Aujourd'hui, on a une invitée très spéciale avec nous, Louise Martel, qui est en fait la fondatrice, la créatrice, en fait, tout ce qui compte. C'est elle qui a bâti l'empire de Groupe Immobilier Pertel. Donc là, aujourd'hui, on va discuter vraiment en profondeur de son cheminement, de l'entreprise, ainsi que de sa personne, son parcours académique, jusqu'à son parcours professionnel, puis l'établissement de son entreprise. Donc, après, et aussi, on va essayer de couvrir des enjeux par rapport à l'industrie immobilière, savoir un peu plus comment se préparer à affronter ce grand secteur. Donc, bonjour, Madame Martel. Oui, bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on est à vos locaux aujourd'hui. Puis, on pourrait commencer par une simple question, mais qui peut en dire très long. Qui est Louise Martel? Oui, question courte, réponse longue. Ouais, c'est ça. Écoutez, bon, moi, je suis une femme, c'est évident, hein, qui quand même réussit dans un domaine presque exclusivement d'hommes. Si on fait abstraction des femmes qui sont nombreuses qui vont œuvrer comme agents immobiliers, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis une propriétaire, gestionnaire et qui opère la location de multilogements locatifs résidentiels avec dans des grosses tours centre-ville. Donc, la majorité de mes immeubles ont 100 logements et plus. Et donc, ça, c'est un domaine assez particulier parce qu'il y a très, très, très peu de femmes là-dedans. Mais je me plais beaucoup en la présence des hommes. Et ils m'acceptent. Ils m'acceptent. Donc, oui, c'est un domaine assez particulier. Puis, c'est pas évident que je suis arrivée à ce niveau-là. J'ai commencé sur le tard. Parce que ma vocation première, je suis technologiste médicale. On en parle beaucoup présentement, là, les petites dames qui font les tests de dépistage. Alors, j'ai fait ça pendant 25 ans parce qu'à l'origine, je voulais être mathématicienne. OK. Et les études universitaires étant longues, étant une des plus vieilles de la famille, bon, j'ai opté pour technologie médicale, cours que j'ai fait à l'Université de Montréal à la faculté de médecine et que j'ai exercé pendant à peu près 25 ans. C'est tout un concours de circonstances qui a fait que finalement, je me suis retrouvée dans le domaine des affaires. J'ai été directeur administratif pour la compagnie Quincaillerie Richelieu dans la division Syntable. Et de là, je suis passée aussi directrice générale. Et ce switch-là que j'ai fait du secteur public au secteur privé a été soudain. C'est une offre qui m'est arrivée comme ça et compte tenu que j'avais continué mes études, j'ai continué tout le temps que j'œuvrais dans le domaine de la santé j'ai parfait un baccalauréat en administration et j'ai continué avec une maîtrise en gestion de projet. Parce qu'évidemment, j'étais devenue cadre dans le Ouais. milieu de la santé. Et donc, j'ai géré les laboratoires, entre autres, pour Cité de la santé. Je les ai ouverts. Puis, souvent, les gens ne réalisent pas que c'est un domaine qui œuvre là, 24 sur 24, 7 sur 7, avec, j'avais peut-être 350 employés à diriger toutes les divisions. On parle de l'hématologie, banque de sang, biochimie, la bactériologie. On entend parler beaucoup aujourd'hui, puis j'ai retrouvé, suite à la pandémie, Ouais. mes anciennes amours, métiers que j'ai beaucoup aimés. Mais en ayant changé dans le domaine privé, euh, une journée, je me suis rendu compte que je travaillais très fort dans le domaine public et j'ai souvent comparé cette démarche-là à courir sur un tapis roulant. Vous commencez le matin, vous courez, 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 courez. À la fin de la journée, vous n'avez pas avancé d'un pouce. OK, je Parce vois. que gérer le domaine public, et on le voit là, dans la pandémie, les gens sont conscients de ça, ça n'avance pas. Mais c'est très formateur. Ça vous donne le goût de la persévérance, ça vous donne l'endurance, ça vous donne beaucoup de cordes à votre arc parce que dans le fond, on doit constamment s'ajuster, ça change constamment. Et
l'appareil est lourd, donc ça demande des ressources énormes. Quand vous dites Mais l'appareil est lourd, c'est la bureaucratie. la bureaucratie, la complexité entre les intervenants, les différents professionnels, les opinions différentes, puis aussi les structures, parce que faut se rappeler que au moment où moi j'ai fait ce domaine-là, euh, je suis entrée où c'était privé, la santé, et l'hospitalisation était privée. J'ai passé à travers les étapes de le gouvernement qui a rendu public les hospitalisations, qui a rendu public les soins de santé des médecins. J'ai passé à travers la grève des médecins. J'ai passé à travers la grève générale du secteur public. J'ai passé à travers les réductions de salaire. Ça, c'est des défis énormes. Surtout en Et étant gestionnaire, c'est évidemment, ça. on a aussi toutes les activités syndicales. Alors, tout ça pour dire que, en résumé, ça vous donne un fichu coup de pouce comme gestionnaire d'avoir appris à fonctionner là-dedans. Les médecins sont autonomes dans le secteur du milieu de la santé, alors que les employés sont syndiqués et que les cadres sont dans le milieu de ça. C'est une espèce de pivot qui doit constamment s'ajuster à l'ensemble. Et le plus important, il ne faut pas l'oublier, c'est vraiment la clientèle, le patient. Qui doit être au Le centre. docteur peut avoir une saute d'humeur, la technologiste peut être déçue ou malade, mais il y a un patient. Et le patient, lui, c'est 24 sur 24, 7 sur 7. Il faut fournir le service. Il faut qu'il soit de qualité. Alors, disons que c'est assez formateur. C'est assez formateur. Ça vous a appris à gérer des grandes équipes aussi, là? Grands défis, grands objectifs, puis des défis constamment renouvelés. Puis des chamboulements un peu qui arrivent ici et là, mais que c'est pas en votre contrôle, puis... Effectivement, il y a beaucoup d'éléments là-dedans qu'on ne contrôle pas, et ne serait-ce que les urgences. Alors, on ne sait pas si un matin, on va avoir 10 patients ou s'il va en avoir 350. Alors, c'est sûr que ça a été une partie de ma formation que j'ai adorée, qui a été fort importante, mais que je recommencerai en tout temps. Mais il vient un temps où on dit, c'est trop lourd gérer ça, Okay. ça avance pas assez vite. Alors, compte tenu que j'avais continué mes études en administration, que j'avais même complété ma maîtrise en gestion de projet, j'ai fini par opter pour le secteur privé, dans lequel je me suis trouvée très confortable. D'ailleurs, parce que le background était là, c'est une chose. Ouais. Mais aussi parce que là, j'ai senti de l'air. Là, je pouvais bouger, je pouvais accomplir des choses, je pouvais réaliser plein de choses à mon goût, à ma manière, avec beaucoup moins de contraintes. Puis, ça a été bien agréable. Juste pour une idée dans l'ordre du temps, et ça, c'était votre virage vers le privé. C'était vers quelles années? J'étais déjà rendue à 40 ans. OK. Et c'est seulement à 46 ans que j'ai décidé de partir à mon compte et de créer ma compagnie. À l'époque, ça ne s'appelait pas Groupe Immobilier Pertel, là, mais dans lequel j'ai décidé de m'investir dans l'acquisition de complexes immobiliers et d'en faire la gestion moi-même et de faire un développement avec les choses au fil des années. C'est ça. Puis c'était en fait, c'était les épargnes que vous aviez pris de vos fonctions publiques. Oui. Mais j'ai aussi réalisé qu'en faisant le virage, là, je vais dire à 360 degrés, là, parce que c'est quand même comme assez important, j'ai réalisé que j'avais ça en moi. J'ai réalisé que j'avais un peu l'héritage et de mon grand-père et de mon père et de ma mère, mon grand-père était un homme d'affaires dans les années... écoute, 1900, là. Okay. Ouais. Et j'avais eu la chance de le côtoyer dans mes jeunes années, puisqu'on était voisins de mes grands-parents. Et jour après jour, j'ai eu conscience de mon grand-père qui, relatait ses activités
et aussi qui continuait comme retraité à gérer des placements, des investissements, des prêts, collecter ses intérêts, ses revenus, etc. Et j'étais consciente de ça, j'étais témoin de ça tous les jours. Mon père a été épicier, j'ai travaillé à l'épicerie et j'ai commencé à travailler à 9 ans à l'épicerie avec toutes les notions de... J'ai travaillé à la caisse à 9 ans. C'était complètement différent, hein? Complètement C'est fou. différent, mais ça m'est revenu là, plus tard quand j'ai vu que j'entreprenais mon entreprise. J'ai vu que j'avais ça en moi. C'était là, c'était latent, ça avait toujours été là, tu sais. Et récemment, je suis allée en vacances à Saint-Donat et je suis allée dans une boutique une épicerie et je suis allée dans un centre de rénovation. Et à ma grande surprise, il y avait 2 jeunes hommes derrière la caisse qui avaient 11-12 ans. Évidemment, je pense que c'était les fils des propriétaires. C'était absolument fascinant de voir ça. C'était absolument extraordinaire. Je leur ai même dit, est-ce que vous aimez ça? Ils ont dit, oui, on adore ça. J'ai dit, c'est merveilleux. Il faut commencer jeune le travail. Faut s'impliquer jeune. Parce que c'est une montagne de choses qu'on apprend. Vous savez, opérer une caisse enregistreuse, là. Ah ouais. Si on a appris ça à 11 ans, on ne se pose pas de questions quand on est rendu à 20 ans. Alors, les jeunes qui vont travailler chez McDonald's, là, ils ont toute mon admiration parce que il y a des trucs qu'on n'apprend pas à l'école. Ouais. Il y a des trucs qu'on n'apprend pas de nos parents, mais les petits gestes qu'on pose soi-même de façon indépendante dans un domaine qu'on aime, et même si on ne l'aime pas, ça nous permet de découvrir. Je dis, ben, j'aime pas ça. Parfait, je ne ferai pas, je vais faire d'autres choses. Alors, ça permet Toujours un côté d'affiner positif. qu'est-ce que je préfère, qu'est-ce que j'aime pas. Est-ce que j'aime le contact avec le public? Est-ce que j'aime ou si je n'aime pas ça? Est-ce que j'aime les chiffres? Est-ce que je suis à l'aise là-dedans? Est-ce que j'aime travailler avec des collègues? Est-ce que je participe? Est-ce que ça, là, plus on commence jeune, le mieux c'est. Ça apporte à soi des satisfactions. Ça apporte à soi des connaissances qui sont valables jusqu'à la fin de ses jours. Puis aussi, j'aimerais ça faire une remarque. Au début, et justement, quand vous étiez impliqué dans les postes comme caissier, tout ça, dans le temps aussi, j'imagine qu'il n'y avait pas d'informatique, pas de technologie, fait que c'était vraiment un lien humain constant. Quand vous parliez de votre grand-père qui allait chercher ses intérêts et tout, c'était pas la banque qui émettait un courriel qui disait non, hein, c'est ça, c'est ça. Ça, évidemment, moi, je dois dire aussi que dans la partie, si je peux trouver un fil conducteur dans tout le processus de ma démarche, je vais dire ceci. La chose la plus importante dans la vie, à mon point de vue, à moi, là, évidemment, Ouais. c'est l'être humain. Demandez-moi pas si c'est mes immeubles que j'adore ou que j'aime ou que j'aime pas, là. Non. Et je réalise aujourd'hui qu'à 9 ans, lorsque je faisais la caissière, moi, j'aimais les clients. Madame une telle qu'on connaissait, monsieur un tel, bon, etc. Quand je suis arrivée dans le domaine du milieu hospitalier, j'avais des clients aussi, j'avais des patients. Et ça, c'était important. Quand je suis arrivée dans le domaine des affaires plus tard, ça a toujours été mon fil conducteur. J'aurais pu partir une autre entreprise que l'immobilier, mais en réalité, c'est une entreprise qui rend un service. Et cette entreprise-là a des clients. Et mes clients, je les connais et je les apprécie. Et c'est pour eux que je fais le service. Si je décide d'investir dans la construction d'une piscine ou améliorer la piscine de l'immeuble, elle n'est pas pour moi, la piscine, parce que je n'habite pas l'immeuble. Mais je sais que j'ai des clients. Et ça a été majeur dès la première journée où j'ai opté pour aller dans le domaine de l'immobilier. Ça a toujours été de considérer mes locataires comme des clients et que j'étais là à leur service. Et je le répète à mes employés ad nauseam, comme on dit, à savoir qu'elles doivent réaliser que non, tu n'es pas un gestionnaire d'immeuble, tu es un gestionnaire de services pour des clients. Est-ce que les clients sont satisfaits? Est-ce qu'ils obtiennent le service pour lequel ils payent?
c'est une notion que j'ai depuis fort longtemps et qui commence à s'implanter dans le domaine de l'immobilier, mais que un domaine où il y avait beaucoup d'hommes, qui n'avaient peut-être pas la même perception des choses. Ouais. Je n'ai pas fait ça pour faire de l'argent. Ça n'a jamais été mon objectif. Évidemment, ça vient avec travailler fort, donner un bon service, être présent, corriger le tir. Ça finit par donner des résultats. C'est normal. Mais en soi, ça n'a jamais été un objectif dans ma tête. Ça m'intéresse, l'argent. À savoir, c'est de quelle manière je vais pouvoir utiliser ça pour faire des services. Est-ce que je vais pouvoir acheter un autre immeuble, agrandir le premier, construire sur un terrain vacant? Est-ce que je vais pouvoir jumeler 2 immeubles, donner plus de services? On est toujours devant, est-ce que je peux mettre des plus beaux appartements? Est-ce que je peux les améliorer? C'est ça le moteur. C'est ça le moteur. Toujours contribuer à l'humain, même peu importe le service, c'est ça. Là. Ben, moi, je pense que quelle que soit l'entreprise, on peut bien penser à Bell Canada, ils offrent un service. Est-ce que le client est satisfait? Si on ne revient pas à cette source-là, quelqu'un peut vendre des chaussures. Mais s'ils font des chaussures qui ne font pas aux gens ou qui font mal aux pieds, c'est pas un business qui va durer longtemps. Donc, c'est toujours le même objectif, même si vous allez prendre un artiste. L'artiste qui chante ou qui donne un spectacle, il donne un service. Dis-moi, je veux divertir les gens. Ça s'adresse toujours à des individus. Et même des gens qui vont donner, par exemple, on va prendre quelqu'un qui a une animalerie. Mais l'animalerie, c'est donne un service à l'animal, puis qu'il soit beau, propre, etc., pour son propriétaire, parce que on revient toujours à la même source. L'objectif, c'est le client. Puis c'est pas... Ça a l'air redondant, là, on répète toujours les mêmes affaires, mais c'est pas vrai qu'on le répète. Moi, j'aime les individus, j'aime les gens. Je me promène sur la rue, je rencontre mes locataires qui me disent « Oh, bonjour, Mme Martin, comment ça va? Vous savez, vous avez vendu l'immeuble. Hein? Oh, mais c'est pas comme dans votre temps. » Et ça me fait plaisir. Je leur demande. Oh, qu'est-ce que tu fais? Habites-tu toujours là? Oh, oui, j'ai pas ben choix, je suis bien là quand même, mais oh, c'est pas comme quand c'était vous, tu sais. Alors, je me dis, et quand même, on parle d'immeubles de très gratifiant. 150 logements dans le tour, centre-ville. En fait, on dit toujours, tu sais, c'est anonyme, c'est impersonnel. Mais au contraire, c'est ça l'objectif, c'est vraiment, que ce soit pas anonyme, c'est que ce soit on est dans un petit village, c'est surprenant, hein? On est centre-ville, là, je veux dire, Ville-Marie, là, c'est vraiment, on peut pas être plus sur le béton que ça, là, mais c'est vraiment chaleureux, les gens entre nous, on se connaît. Et propriétaires, et locataires, et propriétaires de restaurants ou de différentes activités. Il y a un lien très, très fort. C'est important, sûrement aussi, justement, parce que là, tout le monde travaille ensemble à contribuer aux clients. Donc là, si le restaurateur il est pas content, lui, il va transmettre ça aux clients. Puis ça. Et c'est sûr que ça amène toujours le fait, si on veut toujours atteindre ces objectifs-là, de dire il faut que ça roule bien, que les gens soient confortables. Alors, ça amène beaucoup, beaucoup de choses à solutionner. Est-ce que le personnel qui rend les services le rend de façon adéquate? Est-ce qu'il a des attitudes conformes à mes valeurs? Est-ce que, par exemple, le locataire reçoit le chauffage dont il a besoin? Est-ce qu'il est confortable? Est-ce que le tout fonctionne bien? La livraison des paquets ou de la poste. Aujourd'hui, les locataires reçoivent beaucoup de paquets. On le sait, là, ça fonctionne par Internet. On s'ajuste constamment à quelles sont leurs attentes. Et je trouve que ma formation dans le monde de gestionnaire santé, dans le milieu hospitalier, elle m'a quand même assez bien préparée à faire face à ça, parce que, je vous dis, lorsqu'on avait une urgence qui s'emplissait, là, il fallait aller 2 fois plus vite, là. C'était pas question de dire, bon, c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est ça. Puis en fait, cette situation-là m'amène à penser aussi, est-ce qu'il y a un moment que vous avez pensé à comme, OK, maintenant, je
tracer une ligne, puis rendu là, c'est là que je laisse les choses aller un peu, ou est-ce qu'il y a un moment... Non. Non, hein, c'est ça. Je pense que ça, c'est impossible parce que dans le fond, j'entends des fois d'autres gestionnaires dans le domaine, j'ai entendu des personnes dans le domaine hôtelier, dans le domaine de la restauration, etc. Euh, je pense que ce goût-là qu'on a ne s'éteint jamais. Moi, j'ai pas prévu de retraite. Je peux peut-être ralentir les activités physiques, là, parce que je suis une touche à tout. J'ai pas hésité. Je peux tirer des joints si, si vous en avez besoin. Ouais. Je le fais plus. Et évidemment, avec les années, avec l'entreprise qui a quand même grossi pas mal, j'ai arrivé à se poser la question. J'ai plutôt opté pour la diversifier, essayer d'arriver à toucher à plusieurs aspects du domaine immobilier qu'avant je ne touchais pas. Alors, au départ, mon entreprise de base, c'est le multilogement résidentiel, point à la ligne. Bon, par hasard, il pouvait peut-être avoir un dépanneur dans un immeuble, là, mais je ne touche pas au domaine commercial, je ne touche pas à l'édifice à bureau, OK. etc. J'ai choisi un créneau et moi, je pense que ça, quand on veut exceller dans son domaine, c'est important. Il faut à un moment donné définir ce que j'appellerais les guidelines, là, en tout cas les limites. Là. Vous savez, quand on traverse un pont, là, on est content là, d'avoir des garde-fous. Hein? Ouais. Ben, il faut se dire, alors moi, j'ai choisi centre-ville, Montréal, j'ai pas, je m'en vais pas à Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, j'ai rien contre ces places-là, mais je ne serais pas capable de donner la même qualité de service. Je ne serais pas capable de me diviser en 3 ou en 4. Donc, choisir son créneau, le définir, puis s'y tenir. Et je dirais, en même temps, il faut aussi graduellement apprendre à faire face à des aspects de son entreprise. N'importe quel entrepreneur est devant les défis de gestion des ressources humaines et gestion des ressources financières, gestion de mon temps et pour rendre le service. Alors, on a toujours le résultat au bout. Alors, il faut, soit qu'on les a... Moi, j'ai acquis une certaine capacité. Des compétences. Dans le domaine de la santé, parce que j'ai eu à gérer des équipes de 300 à 350 personnes. J'ai travaillé avec des spécialistes des ressources humaines, j'ai travaillé avec les syndicats, et donc, j'en ai fait des entrevues de la sélection, etc. J'étais préparée un peu à ça. Le domaine financier, oui et non. Évidemment, le domaine hospitalier, c'est pas un domaine dans lequel on espère des profits, mais on a des budgets importants. Et j'ai vu reprendre mes budgets 3, 4, 5 fois par année parce qu'il fallait faire des compressions budgétaires. Faire plus avec moins d'argent. Donc, c'est pas un élément inconnu, l'argent, dans le domaine. Mais quand on arrive, évidemment, dans le domaine privé, ça va un peu plus loin que ça, là, parce qu'avant, c'est un fournisseur de fonds, c'est le gouvernement. Puis, il dit toujours qu'il n'y a pas d'argent. ça va bien. Mais quand on arrive dans le domaine privé, évidemment, ben, c'est les banques, c'est les fournisseurs de fonds. Et ça devient une ressource extrêmement importante dans mon domaine, parce que les immeubles qu'on achète à coût de 25-30 millions de dollars d'immeubles, est évident qu'on achète ça avec un peu l'argent des autres. Un peu la nôtre aussi, bon, ça va, mais beaucoup avec l'argent des banques. Et donc, c'est extrêmement important dans ce domaine-là d'être capable de se bâtir une réputation. Il faut être... vous savez, une expression qui dit aujourd'hui, là, il faut mettre les bottines en ligne avec les babines. Là. Ben, dans la vie, quand on dit « je m'engage à vous rembourser et à vous payer selon tel critère », moi, dans mon grand livre à moi, ça s'est coulé dans le béton. Et je n'ai jamais, même pas une seconde, été en retard dans un paiement. Jamais. Alors, lorsqu'on vient par la suite, et d'autant plus que je suis une femme, et que, bon,
je ne vais pas m'en plaindre, là, tu sais, je suis très confortable dans mon rôle de femme, mettons. Mais c'est un monde où il n'y a que des hommes. C'est un monde où j'ai vu des banquiers ne pas trop avoir confiance en une femme, ne pas avoir la confiance dans les capacités. Alors que j'estime que les femmes, des fois, elles sont beaucoup plus polyvalentes, elles sont beaucoup plus souples que certains hommes, sont peut-être un petit peu plus rigides, et elles sont surtout un peu moins one-track-minded, si je peux me permettre l'expression, parce que tu es habitué là, de gérer une famille, des enfants, l'école, les valeurs repas. matriarcales. Alors, il y a une diversité dans la fonction des femmes qui fait qu'elles sont capables de l'assumer dans la fonction de gestionnaire de carrière, dans quelque domaine que ce soit. Donc, ça continue. Mais une fois qu'on a passé cette étape-là, maintenant, moi, j'arrive pour faire des transactions. Et puis, quand les gens disent « Oh, c'est Mme Martel, oh, il n'y a pas de problème. » Ça fait un petit velours. Ouais. Mais ça, c'est 30 ans de travail, là. Ouais. Ça n'arrive pas au bout de 15 jours, là. Ça n'arrive pas au bout de quelques mois non plus, là, parce que c'est un domaine énorme. Mais c'est certain que... Puis c'est aussi le respect mutuel qui se crée. Je dis, je répète, et je suggère plus que fortement, peu importe les orientations qu'on prenne, peu importe dans quel domaine on se dirige, lorsqu'on donne sa parole, lorsqu'on s'engage, et surtout dans le domaine financier, c'est crucial. À mon avis, il faut être by the book. Il faut respecter ça à 100%. Lorsqu'on ne peut pas le faire, il faut prendre les devants et aller clairement expliquer sa situation, lui dire « j'ai besoin d'aide » ou « j'ai besoin d'un délai et voici pourquoi et voici qu'est-ce que je vais faire pour corriger la situation pendant ce délai-là ». C'est des partenaires financiers importants qui ont même plus d'argent dans mes entreprises que des fois moi-même et ils méritent tout le respect. Eux aussi s'attendent à un rendement. Ouais. Ils vous l'ont prêté, l'argent, pour en faire, vous... Moi, si j'emprunte de l'argent, aujourd'hui, on parle à 2-3 %, là, mais... Et c'est parce que je pense que je vais faire du 10 avec du 2. Mm-hmm. Hein? Alors, moi, je vais prendre mon profit. Ce profit-là, je vais m'en servir pour réinvestir. La banque, elle a un montant fixe. Il est petit, son montant, mais il faut lui donner. Et ça, moi, je n'ai jamais transgresser ces règles-là. Jamais. Vous pouvez vous informer à tous mes banquiers. Ils vont vous dire que j'ai été une personne extrêmement rigoureuse. Mais c'est un autre héritage là, du domaine de la santé. On œuvre dans le domaine de la santé, on a la vie des gens dans les mains. Et si on n'est pas rigoureux, parce que moi, des fois, je vais dans des établissements, puis je vois des jeunes là, qui sont à la caisse d'une banque, par exemple. Là, tu sais, et ils font des erreurs, là, puis ils me répondent, « Ben, c'est pas grave. » Je dis, « Comment ça, c'est pas grave? Il manque 100 $, vous pensez que c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Oh, vous savez, les banques peuvent se permettre de... Ils vont passer ça dans profits et pertes. » C'est tellement contraire à ma formation, c'est tellement contraire à ce que j'ai vécu dans le domaine de la santé, parce que je ne peux pas dire... Les restrictions budgétaires. Je fais un test de glycémie pour toi. Puis je dis, oh, 100 de plus, 100 de moins, c'est pas bien grave. Ben non. Plus t'es diabétique, puis moi, tu ne l'es pas. Alors, moi, je trouve ça grave. Ouais. Alors, je trouve que peu importe le domaine que n'importe quelle personne va prendre dans sa vie, il doit le faire très bien. Aussi parfait que c'est possible. Et même lorsqu'il y a un doute, il doit demander des conseils. Il va dire, je ne suis pas certaine, je vais m'informer. Donc, pour revenir un peu plus, se centraliser sur votre entreprise actuelle, Groupe Immobilier Pertel, si on voudrait en savoir un peu plus sur pourquoi, en fait, le nom Groupe Immobilier Pertel? OK. Alors, on revient à la vocation même de l'entreprise. Là. C'est qu'au départ, moi, j'ai décidé d'acheter des immeubles. Le premier immeuble, je l'ai acheté à Laval et je l'ai acheté au sein d'une compagnie à numéro 2858 932 Canada Inc. Bon, et ainsi de suite. Mais je me suis vite rendu compte que si je voulais vivre de cette
métier-là. Il fallait que j'en ai plus qu'à ce moment-là. Je pense, c'était 18 logements. Alors, j'ai vite compris. Alors, j'ai pris mes économies au complet. Je me suis trouvé un partenaire silencieux qui m'a donné à peu près autant que moi. On a mis à peu près 50-50 tous les deux. Et là, j'ai dit, il faut que je me rende au moins à 100 logements. Puis avec 100 logements, je vais facturer des honoraires de gestion, je vais partager avec mon partenaire, puis ça devrait être capable pour payer mes petites dépenses. OK? Parce qu'il fallait quand même survivre. Alors, là, j'ai fait ça. Premier immeuble à Laval, un deuxième immeuble à Sainte-Thérèse, après ça, un autre immeuble à Pointe-Claire. Et de fil en aiguille, j'ai même racheté un immeuble qui était en reprise de finances par la banque CIBC. Et là, j'ai ramassé, là, j'étais rendue à presque 200 logements qui étaient répartis dans à peu près 18 immeubles. Puis toujours sous la compagnie à numéro. Non, c'était toujours des numéros différents. Okay. Chaque projet était à l'intérieur d'une compagnie différente. Alors, de fil en aiguille, là, il est arrivé la crise du verglas, il est arrivé plein de choses. Et aussi, mon partenaire à l'époque, qui était, appelons ça un partenaire silencieux, lui avait mis des sous. Partenaire silencieux, juste pour définir pour l'auditoire, parce que c'est un terme qui est... Ben, ça veut dire que c'est quelqu'un qui investit des sous dans votre entreprise, puis qui dit, moi, regarde, tu gères ça, puis tu me donnes mon rendement, puis on partage les profits à la fin. Il y a ceux qui prêtent, puis qui vont dire, tu vas me donner 5, 6, 7% sur un prêt, ce qui n'était pas le cas. Lui, c'était des investissements qui étaient quand même relativement petits, parce que j'avais réussi à faire... La plupart, c'était comme des reprises de finances où c'était des gens qui étaient mal pris, qui voulaient vendre. Donc, ils me disaient, si tu veux le reprendre, là, 50 000 cash, ou ça faisait des petits montants. Et c'était nécessaire au début, parce que sinon, j'aurais... C'est ça, saisir les opportunités, là, c'était vraiment... Il fallait que j'ai assez on appelle ça dans le monde de l'immobilier des portes, il fallait que j'ai suffisamment de portes pour que ce soit suffisamment rentable, pour que moi, j'en vive et que je puisse aussi, lorsqu'il y avait des profits, les partager 50-50 avec le partenaire. Mais lui, il ne faisait pas de travail, il ne posait pas de questions, et il ne participait pas. Je pouvais faire un compte rendu à tous les mois, on est rendu là, mais il n'était pas actif dans l'entreprise. C'était vraiment au niveau de l'argent qui apportait. Exact. Alors... et c'est une personne que je connaissais bien. C'est une personne qui avait confiance en moi parce que j'avais démontré dans le passé que dans sa propre entreprise, d'ailleurs, à laquelle il avait fait des rendements très importants, il connaissait mes compétences. Donc là, il m'a dit, vas-y, moi, je te fais confiance. Et pour lui, les montants qu'il mettait là-dedans, ça ne représentait pas des montants importants. Il y en avait beaucoup de sous ailleurs. Mais l'immobilier ne l'intéressait pas. Il me disait, OK, vas-y, c'est correct. Donc, une fois que j'ai eu fait ça, à un moment donné, on est arrivé au point où lui, il voulait récupérer sa mise de fonds. Okay. Et aussi, il voulait donc vendre. Puis, on s'est mis d'accord. On a dit, OK, ça vaut combien? Ça vaut tant. On est d'accord tous les deux pour vendre ce prix-là. Parfait. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a mis ça en vente. Et pour ceux qui connaissent un petit peu l'immobilier, j'ai vendu tous les immeubles à Pointe-Claire à un groupe qui s'appelle Groupe Elad, qui était qui est devenu un des plus gros propriétaires immobiliers au Canada. Mais c'est un groupe qui venait d'Israël et j'étais assez contente de moi d'avoir réussi à négocier, ce qui a pris 2 ans, la vente de ces immeubles-là à des gens d'Israël qui avaient des propriétés importantes en Israël et qui sont devenus par la suite au Canada, mais vraiment un des plus gros propriétaires immobiliers. Le premier immeuble que j'ai acheté au Canada, c'est le mien. Et j'ai négocié ça avec 7 messieurs d'origine israélite. Alors, j'étais assez fière de mon coup. Oui, c'est vraiment impressionnant. Donc, à partir de ce moment-là, lui, il a récupéré ses sous, qui ont été quand même assez importants, et était très satisfait de son investissement. Et moi, j'ai récupéré évidemment la moitié de ça. Et c'est là que j'ai décidé de ne
plus être propriétaire de petits immeubles, mais de concentrer mes efforts dans un seul immeuble, ce qui me facilitait la gestion, qui concentrait mes efforts, si on veut, Alors, puis j'ai choisi, sous le conseil d'un banquier, il m'a dit, moi, j'étais à ta place, je prendrais que du béton et j'irais au centre-ville. Alors, j'ai dit, OK. Et la chance, des fois, nous sourit, hein? Alors, j'ai eu l'occasion de mettre la main sur un immeuble au centre-ville de 146 logements, entièrement béton, qui est sur la rue Saint-Mathieu, au coin de Maisonneuve. Et à partir de là, j'ai dit, c'est parfait, ça me convient très, très bien. Et j'ai rencontré personnellement le propriétaire, vendeur, et on a eu une très bonne relation. Et j'ai fini par acquérir cet immeuble-là. Donc, moi, j'ai vendu le groupe, tout ce que j'avais à En partenaire avec... Pointe-Claire en 1999, mai 1999, et j'ai pu acquérir Centre-Ville décembre 99, Ah, OK. toute seule à ce moment-là. Puis le timing, c'est vraiment impressionnant. Parce que j'ai récupéré ma mise de fonds, puis ce que j'avais, le résultat de la vente de ce que j'avais vendu à Pointe-Claire, et je m'en suis servi pour acquérir. Et là, et pourquoi Pertel, là, je vais te l'expliquer. Ben là, on était toujours avec des compagnies à numéros, tous les immeubles dans des compagnies séparées, pour essayer d'éviter que s'il y en a un qui ne va pas bien, que ça mette en péril les autres. Et quand j'étais à Pointe-Claire, j'avais un employé d'origine ukrainienne qui travaillait pour moi et qui faisait toute la maintenance, etc. Un jeune homme qui est arrivé ici avec beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'habileté, puis beaucoup de dettes. OK. Alors, il a travaillé avec moi, puis on a vraiment été... c'est devenu une personne clé, parce que c'est une personne avec qui je m'entends parfaitement bien, ce qui est très rare dans la vie. Hein? Ouais. On pense pareil, on voit les mêmes choses. Alors, c'est quelqu'un qui voulait réussir dans la vie, qui voulait se monter un avenir, qui était prêt à travailler, qui était disponible. Et donc, on a commencé ensemble à développer ce fameux projet-là que j'avais à Pointe-Claire. Et quand je l'ai vendu, il est venu me voir, puis il a fait une crise, mais une crise. Je ne suis pas à vente, vous m'avez vendu avec l'immeuble et est devenu dans tous ces états. Moi, je ne veux pas travailler pour ces gens-là. Ils connaissent rien. Ils ont envoyé des gestionnaires qui connaissent rien. Ils ne veulent même pas m'écouter. Bon, j'ai eu droit à une crise d'adolescence. Puis je dis à Michael, écoute, moi, mon intention, c'est d'acheter le centre-ville. Et si j'achète le centre-ville, oui, si tu veux venir travailler pour moi, c'est correct. Il y a de la place pour toi. Mais je ne peux pas te le promettre parce que je ne sais pas si je vais trouver un immeuble. Mm-hmm. Ah, ce cher Michael a été bien chanceux puisque j'ai trouvé un immeuble et qu'avant décembre 99, j'ai acquis l'immeuble et j'ai dit à Michael, moi, Michael, je suis toute seule maintenant. J'ai mis toutes mes billes là-dedans. J'ai pas d'argent pour te payer très cher. Il était toujours célibataire, il n'avait pas d'enfant, bon, etc. J'ai dit, je vais faire un deal avec toi. Et moi, je trouve que c'est important ce que je vais dire maintenant parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens dans le monde des affaires qui ont la tendance à dire c'est mon entreprise, puis c'est mon entreprise, puis c'est à moi, puis c'est à personne d'autre, puis je ne veux pas la partager, puis Et moi, c'est le contraire. Moi, j'ai dit à Michael, je vais te donner un bien petit salaire. Je regrette, c'est pas pour t'exploiter, là, mais c'est parce que j'en ai pas plus. Mais tu vas avoir un appartement fourni, un téléphone fourni, un cellulaire fourni. Si tu as besoin, je te prête ma voiture ou n'importe quoi. Bon, mais tu vas t'obliger de te serrer un petit peu la ceinture, mais tu n'auras pas de dépenses. Tout ce que je vais te donner, tu peux l'utiliser pour toi. Et le reste, tout est gratis. Et donc, on a négocié ça, puis il m'a dit, OK, mais quand j'aurais fait ça, là, pendant un certain temps, est-ce que je pourrais avoir des parts?
Moi, j'ai dit, si tu restes 2 ans avec moi, je vais te donner 10% des parts. Donner. Alors, beaucoup de gens m'ont critiqué. Mais la raison pour laquelle j'ai fait ça, elle est relativement simple et pas compliquée. Moi, je suis une femme, je suis toute seule, j'ai pas de mari, pas d'enfant. Et si je suis pris à faire toute la gestion toute seule d'un immeuble centre-ville, avec toute la maintenance, puis que le gars qui travaille pour moi s'en va, puis je suis obligée d'en prendre un autre, puis un autre, puis un autre, moi, je perds en efficacité et j'avance à rien et j'arriverai pas à atteindre les objectifs que je me suis fixés, c'est de mettre les appartements plus beaux et évidemment les louer plus cher. Et donc, de réussir à faire un immeuble qui soit plus magnifique, plus tout ce qu'on veut. Un espace Alors, de moi, vie. c'était presque mon milieu de vie. Et je dis toujours, je veux que si moi, j'avais à vivre dans mon building, est-ce que je suis prête à vivre parce que j'ai ma maison passe au feu, par exemple? Est-ce que je dois aller vivre dans mon immeuble? Ma réponse, ça doit être oui. Ça doit avoir la qualité que si c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour les autres. Bon. Alors là, finalement, c'est comme ça qu'on a établi les choses. Effectivement, Michael, il est resté 2 ans. Et au bout de 2 ans, il s'est présenté une possibilité d'acquérir mon voisin. Alors, Michael a encore négocié. J'ai allé donner des parts, j'ai dit oui, et ainsi de suite. Donc, à un moment donné, on était à 5 buildings au-dessus de 100 logements chacun. Et Tous au centre-ville de Montréal. Et c'est là que lui devait se marier. Et au moment où il devait se marier, on a dit, là, Michael, il faut mettre toutes les choses en ordre, puis mettre ça tout bien, bien clean, parce que moi, je fais pas des promesses en l'air. Ce que j'ai promis, je te le dois, je te le donne, etc. Et donc, on a créé la compagnie Groupe Immobilier Pertel, qui regroupait tous les immeubles. Et pourquoi Pertel? Parce que son nom de famille, c'est Perroun, et le mien, Martel. Et c'est devenu Groupe Immobilier Pertel. Alors, j'ai gardé 80% des parts votantes, mais je lui ai cédé des parts participantes, qu'on appelle, c'est-à-dire la partie qui va donner les dividendes, les rendements, les profits, etc., et y compris la plus-value au moment de la vente. Donc, ça a été vraiment de vous joindre à un joueur clé, puis de souder les liens pour qu'il soit toujours là aussi. Oui, oui. En ayant des parts, lui, il veut pas quitter non plus, puis il a les mêmes enjeux que vous. Puis... En fait, mon idée à moi, c'est que, puis j'ai encore un exemple qui est assez récent d'une personne qui a une très, très belle entreprise, qui avait d'excellents bras droits, d'ailleurs, avec toutes les compétences, puis beaucoup de dévouement à l'entreprise, de disponibilité, et puis elle a refusé, c'est une femme, et je comprends pas, parce que moi, j'estime que si j'étais restée 100% seule, mettre ça comme hypothèse, j'aurais peut-être eu un immeuble. Ouais, je ne crois pas avoir été capable de prendre un 2e, 3e, 4e, 5e. Je pense que 100% de 100 000 $, c'est 100 000 $. Ben, 50% d'1 million. Je trouve que j'ai eu plus 50% d'1 million que 100% de 100 000 $. Moi, je pense que j'en ai eu des gros avantages, pas juste en termes financiers, par exemple, pour avoir pu vivre avec un partenaire actif, que j'ai pu valider ses compétences, sa participation, son jugement, sa façon de travailler, qui est totalement conforme à la mienne. Et donc, on est des vrais partenaires dans la vie maintenant. Et c'est un plaisir. Et c'est pas nécessaire de dire que je le considère comme mon fils. Hein? Ouais. Je l'ai connu, il avait 22 ans, puis il en a 47. Alors aujourd'hui, et j'espère qu'il va pouvoir faire la relève. Je reste toujours un peu les deux, là. La chef d'entreprise, évidemment, qui est toujours bien attachée à son entreprise. Et puis, un petit peu, genre, mère de famille, parce que c'est un petit peu le rôle des femmes d'avoir ce statut-là. Et évidemment, avec l'espérance que lui va être capable de partir du... Tu sais, moi, je suis partie à première marche, montée à la 12e.
Alors, lui, il est parti à la 6e. Mais j'espère bien qu'il va se rendre à la 100e. Ouais. Alors, mais l'avenir le dira. Hein? Mhm. Mais je suis portée à dire aux gens que si on trouve la bonne personne qui a les compétences, les qualifications, quand je dis qualifications, vous savez, le tempérament, le caractère, la vision, les orientations qui vont ensemble, c'est très, très, très agréable de travailler avec une autre personne. C'est très stérile d'être toute seule, toute seule, toute seule, toute seule. Que quand vous avez un problème, vous devez l'exprimer entre 4 murs et les murs ne vous répondent pas. Ouais. Moi, je pense quand on peut l'exprimer à quelqu'un de confiance et que cette personne-là sait que c'est son avenir qu'elle a dans les mains. Je dis, vous pouvez avoir d'excellents employés qui sont corps et âme pour l'entreprise. Ben, parfait, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Mais le conseil qu'ils vont vous donner ou la décision qu'ils veulent prendre, ils savent très, très bien qu'ils n'en paieront pas les conséquences, Ouais, eux c'est autres. ça. Là. Ils ont un salaire, bon salaire, La sécurité. avec bonus, tout ça, parfait. Mais que vous perdez 3 millions, que vous perdez 2 piastres, ça ne les affecte pas. La personne à qui on permet l'actionnariat ou la personne à qui on permet de devenir partenaire, cette personne-là, elle a la chance, de grandir, puis elle est en mesure de bien mesurer l'impact des conseils ou des décisions qu'on va prendre, parce que c'est dans sa poche aussi que les impacts vont se répercuter, c'est certain. Alors, et là, ça devient... je pense que c'est le souhait de tout entrepreneur, d'ailleurs, parce que beaucoup d'entrepreneurs veulent avoir de la relève, puis ils souhaitent toujours que ce soit leurs enfants. Mhm. Mais moi, j'en avais pas. Mais je vois beaucoup d'entrepreneurs aussi où les enfants ne veulent pas y aller dans l'entreprise. Ils sont optés pour être avocats ou médecins ou des trucs qui sont fort valables, d'ailleurs, mais Ouais. pour qui ça ne les intéresse pas. Puis ça, il faut le respecter. Moi, j'avais la chance de quelqu'un des gens qui viennent souvent, à mon avis, des pays de l'Est, d'ailleurs, sont des gens qui ont les valeurs qu'on a. Familiale très forte C'est aussi. des gens qui ont les valeurs familiales très profondes. C'est des gens qui sont des grands travailleurs. C'est des gens qui sont généralement très honnêtes et qui, en tout cas pour moi, c'est devenu le partenaire parfait. Et maintenant, Grippe Immobilier perd-elle compte tenu on en a vendu un certain nombre d'immeubles au centre-ville. On a réorienté l'entreprise ensemble et on l'a scindé en différentes parties où on est toujours propriétaire d'immeubles, on en acquiert encore, mais dans un secteur différent. Et on a une autre division qui s'occupe de placement, qui est plus dans mes cordes, ou en tout cas dont je m'occupe beaucoup, et une troisième division qui investit avec d'autres partenaires, mais là où on n'est pas les gestionnaires. On laisse OK. à d'autres partenaires le soin de gérer, et ça, cette division-là, c'est principalement dans le domaine des résidences pour personnes âgées, OK. où on prend des participations à hauteur de 15, 20, 30 %. Donc, ces 3 nouvelles orientations-là sont complémentaires à ce qui était la formule de base. Mais en même temps, ça crée une certaine diversité. S'il y a un secteur qui va moins bien, l'autre va peut-être aller mieux. Euh, et Donc, ça, c'est un peu l'approche vers le futur de l'entreprise, là. C'est ça. ben moi, en tout cas, ça me permet d'être rester très, très active sans être obligée d'avoir la main à la pâte, Ouais, je comme on vois, je vois. dirait là, maintenant. Donc, les gens avec qui j'embarque comme partenaire me connaissent dans le domaine immobilier. Je les connais parce que là, ça fait quand même 20 ans là, que je suis dans ce domaine-là. Et on a une certaine reconnaissance les uns envers les autres, puis on dit oui, on se complète bien. Beaucoup de ces gens-là qui investissent dans le domaine immobilier n'ont jamais été des vrais gestionnaires. Moi, j'ai jamais fait affaire avec aucune compagnie de gestion. Il y a des compagnies de gestion OK, spécialisées qui ouais. ne font que ça, Ils ont séparé qui gèrent les immeubles pour d'autres pour. propriétaires, par exemple. Mais moi, j'ai toujours fait la totalité des tâches, que ce soit le développement,
la rénovation majeure et la gestion quotidienne des immeubles, je l'ai toujours fait toute moi-même. Alors là, maintenant, ça, je voulais prendre un petit recul. Peut-être. Au moment où on se parle, c'est mon partenaire qui, lui, assume la gestion courante et quotidienne des immeubles que l'on possède. Puis, pour ce qui est du partenariat avec d'autres, c'est plus moi, qui est plutôt assis autour d'une table puis qui discute des orientations et des décisions à prendre. Et l'autre division qui, elle, fait soit des prêts ou des placements, c'est encore moi qui le fais, mais plutôt assis... donc, j'interviens plus là, comme Au niveau, une espèce moins de dans spécialiste du domaine qui apporte une certaine Donc, vous vous plus-value détachez un peu aux plus autres partenaires qui des disent, opérations. bon, Louise, elle connaît ça, puis les conseils qu'elle va nous donner sont bons, tu sais. Alors, ça me permet de continuer. J'ai quand même... Cette réforme-là a eu lieu en 2017. OK. Et je me suis donné encore 20 ans. OK. Fait que, ça va. En 2037, je parlerai de retraite. En OK. attendant, il n'y en a pas question. OK. Donc, il en reste encore beaucoup, c'est cool. Pardon? Il en reste encore, il me reste reste encore encore plusieurs années. puis Puis des si à travers objectifs ça, aussi. je trouve que je peux aider les jeunes, je le fais. Ouais. Puis d'ailleurs, souvent, il y en a qui m'appellent, j'ai au moins 2 jeunes là, que je coach, qui OK. se lancent dans l'immobilier OK. et qui viennent me voir et qui me disent, moi, là, je veux me lancer là-dedans. Pas plus tard qu'hier, j'avais encore un appel. Puis j'ai mon rendez-vous pour la semaine prochaine. Les gens qui se disent, moi, ça me tente. Et puis, bon, écoute, il y a plusieurs personnes qui disent que si je dis, vous, Mme Martel, vous avez fait un succès extraordinaire, là, que il ne peut pas y avoir meilleur conseiller que vous. Alors, ça fait toujours plaisir à entendre, hein? Oui, bien sûr. Un petit velours. Ouais. Alors, je dis toujours oui, d'ailleurs, parce que je pense que c'est quand même un très beau domaine. Puis, ça me fait plaisir de les aider. Ça me fait beaucoup plaisir de les aider. Rappelez, en fait, une question un peu plus de l'ordre, disons, psychologique. En fait, comment vous avez fait pour garder justement cette vivacité-là, puis cette envie de toujours continuer, même rendu à travers le temps, porter le flambeau toujours? Ben, la première affaire, c'est qu'il faut dire, quand on fait ce qu'on aime, je ne vois pas que la flamme s'éteigne. Avec l'âge, on a de plus en plus d'expérience, puis on a de plus en plus de possibilités, dans le fond. On acquiert tous les jours des nouvelles connaissances. Plus on prend de l'âge, puis plus notre bagage est gros. Et ça ne nous tente pas d'abandonner. C'est comme abandonner sa valise en partant en voyage. Ça ne marche pas, ça. Non, ça. On peut emmener tout ça avec nous. Et donc, c'est très, très utile. C'est le plus bel exemple. Si on voit quelqu'un qui fait du théâtre, par exemple, ou du cinéma, mais pourquoi on ne dit pas à la personne qui est rendue à 75 ou 80, pourquoi tu fais encore du théâtre? Puis pourquoi tu joues encore au cinéma? Non, parce que c'est quelque chose qu'on adore, c'est quelque chose qu'on aime, c'est quelque chose qu'on vit, c'est quelque chose qui est en nous. Je me vois pas. Moi, j'ai concilié l'élément de dire j'aime les êtres humains, j'essaie d'aider les jeunes quand ils veulent démarrer. J'aime les chiffres. Je continue à travailler tous les jours, à essayer de développer une entreprise, qu'on soit un empire si tu veux, mais quand même qui a pris des dimensions relativement importantes. Là, tu sais, Oui. on est dans les centaines de millions de dollars. Là. Alors, c'est quand même... Et ça, c'est un défi. Ce qui est plaisant, c'est de réussir le défi. De réussir. Comme j'étais à un milieu hospitalier, si j'avais 300 personnes qui arrivaient dans un accident d'auto ou d'avion à l'urgence, le défi, c'est de dire, on n'en échappera pas personne. Là. Là, maintenant, que ce soit des petits défis, des gros défis, que ce soit... C'est toujours là qu'est le plaisir, c'est de le réussir, le défi. Dire, j'ai réussi ça. Et maintenant, je suis en train de négocier l'achat d'un immeuble, là. Et je prends un plaisir considérable parce que j'ai plaisir à rencontrer le vendeur qui, lui aussi, a accumulé des données. Puis lui, il veut vendre parce qu'il veut prendre sa retraite ou plutôt,
ne pas laisser un jour à ses héritiers le problème d'être obligé de les Ok, vendre. je vois. Donc, autrement dit, on appelle ça se rendre plus liquide. Et, et je le comprends parce que, je veux dire, on est face à face, puis on se dit, il veut pas laisser partir son bébé, puis moi, je veux bien prendre soin de son bébé. Puis là, on essaie de voir c'est qui va réussir à convaincre l'autre. Mais pour moi, ça, c'est un plaisir. Je vais avoir plaisir à le connaître, à le rencontrer, discuter avec lui. Je peux partager avec mon associé, de voir si tu dans nos cordes, est-ce que ça rentre dans nos objectifs, est-ce que ça va bien venir complémenter ce qu'on a déjà mis en place. Puis, là, dans le cas présent, oui, les réponses sont là. Alors, on avance sur un petit sentier, puis on se demande si on va arriver là, dans le goulot d'étranglement, puis est-ce qu'on va réussir le deal. Et c'est plate à dire, mais c'est le plus grand plaisir. Ce n'est pas de le vendre, l'immeuble, c'est pas d'avoir des sous dans sa caisse. Le plus grand plaisir, c'est d'en acquérir, puis de réussir à dire « Oh, je l'ai eu! » C'est cool. C'est comme aller à la pêche, puis d'attraper un beau poisson. Puis le travailler. Ça ne veut pas dire par là que le vendeur est un poisson, pas du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lui, il le sait. Lui, il y a tout un processus, là. C'est tout un processus et c'est ça qui est plaisant. Et c'est ça qu'on ne peut pas abandonner. C'est comme la personne qui fait de la compétition et qui vise tel objectif puis qui l'atteint et est satisfait. La personne chaque domaine a ses défis. Et chaque domaine, c'est ce défi-là qu'on aime accomplir. Année après année, aller un peu plus loin. Parce qu'on se dit, j'ai franchi cette étape-là, je suis mieux pour la deuxième, la troisième, la quatrième. Et il n'y a pas de limite à ça. Personne ne doit s'imposer des limites. Personne ne doit accepter les limites. Il y a toujours des formules, des solutions. Il faut agglomérer le tout et le réussir. Donc, avant de conclure, j'aimerais vous poser une dernière question. Si on se mettait dans le contexte que vous étiez au tout début de l'épopée en entrepreneuriat que vous avez entamée, c'est quoi que vous auriez aimé partager à Louise Martel au début? Moi, là, si j'avais reçu des conseils ou si j'avais eu de l'aide de quelqu'un, là, ce que je dirais, puis ce que je dis aux jeunes aujourd'hui, ou même aux plus vieux, là, c'est que quel que soit le domaine, même dans l'immobilier, mais ça peut être n'importe quel domaine, moi, je pense qu'il faut rechercher à obtenir la plus belle qualité. Quand je dis recherche de la perfection, bon, c'est difficile à atteindre, oui. La persévérance, persévérer dans les offres et chercher à obtenir les conseils, l'aide des gens qui ont réussi dans ce domaine-là. Parce que dans le fond, ça peut être n'importe quel domaine, mais ces critères-là sont des critères absolument essentiels. Il faut valider qu'on aime ce qu'on fait et pour aimer ce qu'on fait, il faut avoir des réussites. Pour avoir des réussites, il faut prendre des moyens. Il n'y a rien comme le travail, la persévérance, l'analyse de ce qu'on fait, puis de corriger le tir. Puis c'est toujours possible de corriger le tir. Alors, je pense qu'avec des attitudes de cette nature-là, je pense que tout le monde peut réussir. Tout le monde. Et ne pas s'imposer de limites, jamais. Jamais. Il faut surtout chercher les moyens pour atteindre les objectifs. Pas de limite. Comme un grand sportif qui dit, moi, c'est les Jeux olympiques. Alors pourquoi? C'est pas les Jeux du Québec, c'est les Jeux olympiques. Il y a des étapes. Il y a du temps, de la persévérance, mais il faut pas lâcher. Et quand on sent que ça commence à être un petit peu essoufflant, il faut savoir se ressourcer, aller chercher de l'aide, des appuis, des conseils, prendre le temps de souffler, comme on dit. Souffler par le nez. Ouais. Mais merci beaucoup pour vos beaux mots d'encouragement, puis aussi, ça donne une belle ligne directrice à suivre. C'est vraiment important. Donc, merci encore d'être là avec nous, d'avoir partagé autant de temps avec nous pour vraiment élaborer sur plein de sujets vraiment pertinents puis très intéressants, puis qui vont, je pense, enrichir beaucoup beaucoup de notre histoire. Merci pour cela. Donc, pour cela, merci encore à l'auditoire d'avoir été ici encore une fois pour nous écouter.
On espère qu'on a pu contribuer à votre bagage d'outils. Puis on se revoit bientôt dans un autre épisode. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, d'aimer et de partager la vidéo. C'est ça qui nous aide à contribuer à notre mission. Merci.